Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama en compagnie de monsieur Bill Silverlight. Bonjour, ça fait plaisir d'être là. Yep. Si vous ne connaissez pas Bill, c'est quelqu'un que je connais depuis 2012, c'est ça? Ouais, 2012, ouais. On a fait du Minecraft ensemble et basiquement aussi quelque chose qu'on aime bien faire ensemble, c'est faire de la production vidéo. Donc notamment il m'a aidé sur plusieurs vidéos, que ce soit surtout sponsorisé en réalité, mais aussi d'autres vidéos sur la chaîne. Je coûte cher donc il faut un budget. Bon. Voilà, je l'appelle pas souvent parce qu'il coûte cher basiquement. Du coup, on se retrouve pour la première vidéo de, je sais pas encore le nom, je tiens à le préciser, mais c'est basiquement un Texama Show avec un invité. Là on est même chez l'invité, donc c'est encore mieux. Et du coup, on a des sujets seulement en rapport avec l'invité. Comme Bill est orienté production vidéo, bah on a que de la production vidéo et des caméras, basiquement. Comme ça, pour une fois, on pourra faire toutes nos discussions avec quelqu'un, parce que souvent, je sais que si jamais on va en call, je me dis « Oh, attends, faut que je me bloque une heure derrière, parce que je sais très bien qu'on va partir dans un million de sujets, qu'on va pas juste se cantonner à la raison du call. » C'est exactement ça. Donc, du coup, nous avons une sélection d'articles de produits qu'on veut absolument parler. Et ça va être comme un Texama Show. Vous avez une table des matières dans la description vers les différents sujets qu'on va parler, ou plutôt différentes caméras, parce que c'est vraiment orienté caméra, avec un peu de smartphone, vous allez voir un zeste de smartphone. Et du coup, ben, commençons. Ouais. Comme tu es invité, je te laisse lancer le premier sujet. Ok, bon, alors, le premier sujet est sous vos yeux depuis quelques temps, vu qu'il s'agit de cette caméra juste là. C'est celle-là? Ouais, c'est celle-là. Il s'agit de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro. Voilà, il n'y avait pas encore assez de mots, de lettres. C'est également la caméra qui nous filme tout de suite. Parce que moi j'ai une 6K Pro, toi tu viens juste d'avoir une 6K Pro. Oui. Donc celle-là techniquement c'est celle d'Aurélien, mais je pense que c'est surtout moi qui vais en parler parce que bah toi ça fait 3 jours que tu l'as. Oui, ça fait 3 jours que je l'ai. C'est un partenariat que je fais avec Blackmagic, c'est pas sponsorisé, mais je tiens à être ouvert là-dessus. Ils ont envoyé un peu de matériel pour que je puisse en parler, mais c'est plus pour des tests et tout ça. Et du coup, on va voir ce que ça donne tout simplement, si ça vaut la peine. Et justement, Bill, vu que tu as plus d'expérience avec, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, donc moi, c'est pas sponsorisé. Ouais, je l'ai depuis 6 mois. Tu l'as payé. Déjà en termes de couleur, donc moi, pour avoir mon background, je filmais avec que du Canon. J'ai fait le 550D, puis le 5D Mark III, qui est juste là. Non, juste, il est pas là. Le 70D que j'ai pris en caméra secondaire, et du coup maintenant je passe à la 6K Pro. Pourquoi déjà est-ce que je suis passé du monde du DSLR, qui pourtant a ses avantages, hein, c'est un jouet maintenant, c'est tout léger, c'est trop bien, ça c'est vraiment un mastodonte. C'est gros et c'est lourd. Voilà, la première raison, c'est que j'en avais marre en fait des DSLR, c'est un appareil photo qui fait de la vidéo. Moi maintenant, je veux une caméra. Je veux une caméra qui va avoir une sortie HDMI propre. Je veux une caméra qui ne sera pas limitée en 30 minutes. Alors je sais que c'est loin d'être la seule. Hein. J'aurais pu... Toi, t'es allé du côté Sony. Yep. Ça marche très bien. On va en parler pas mal après d'ailleurs. Mais toujours est-il que celle-là, elle tiquait pas mal de boîtes. Le fait d'avoir les filtres ND intégrés, c'est quelque chose dont maintenant je ne peux plus me passer. Et j'en reparlerai un petit peu plus tard. C'est juste incroyable parce qu'avant j'avais comme toi ce que tu as le filtre ND variable qu'on met dessus, qu'on doit ajuster. Et tu en parlais justement que c'est plus orienté vidéo, mais ça se voit directement au niveau de l'interface. Le bouton de shutter, c'est un bouton pour lancer l'enregistrement d'une vidéo. Vous avez un bouton pour l'ISO juste à côté, tout ça. Des boutons de fonction que vous pouvez configurer pour carrément activer par exemple des interfaces. Changer, monter le zebra ou autre, donc c'est vraiment orienté à fond vidéo. Il y a 2 entrées mini XLR, aussi, dont j'use et j'abuse, ça c'est trop bien. Parce que pourtant j'ai des enregistreurs numériques, là on est en train d'enregistrer avec un enregistreur qui est génial, mais quand même c'est très très bien de tout avoir en un seul paquet. Donc voilà, celle-là elle est vraiment géniale, et surtout, donc celle-là écoute, on a regardé tout à 2300, hein, c'est ça 2300 €, ça peut paraître beaucoup. Ah, c'est rien. Pour ceux qui regardent. Mais pour de la production vidéo, c'est rien du tout. Une caméra qui fait du 6K RAW, donc ça veut dire 6K RAW, c'est basiquement, vous avez des images vraiment, vous avez toutes les données qui concernent chaque image. C'est pas compressé, donc vous pouvez vraiment récupérer pas mal d'informations avec ça. Bah, ne serait-ce que, mettons que le jour J, vous étiez en train de courir, vous n'avez pas eu le temps de faire, ne serait-ce que votre balance des blancs, vous arrivez, votre truc il est tout jaune.
c'est pas grave. La balance des blancs, ça se change, c'est des métadatas. Pareil pour l'ISO, vous pouvez changer. Donc il y a quand même pas mal de choses qui permettent d'ajuster après coup. Donc ça permet beaucoup plus de flexibilité en termes de couleur aussi. C'est du RAW, donc c'est même mieux que du genre ProRes 422 qui a quand même beaucoup d'informations en termes de couleur. Vous allez pouvoir pousser l'image très loin. Je dis ça, je suis très, très mauvais coloriste. Hein. Oh, mais c'est tout un métier en fait. C'est tout un métier, j'ai pas l'écran pour, j'ai pas les palettes, enfin voilà, j'ai pas forcément l'œil pour non plus. Mais ceci dit, je me rends compte que voilà, ça tient un petit peu plus. Désolé au fait, hein, s'il y a quelques petits... oui, voilà. Bill a un enfant voilà. en bas âge. On tourne chez l'habitant et on aurait peut-être dû tourner demain matin finalement, mais c'est pas grave, ça met de l'ambiance. Du coup, ouais, non, pour ce prix-là, c'est incroyable parce qu'on a ne serait-ce que passé en 6K, moi j'avais que de la 1080. Et aujourd'hui, en 2021, vous ne pouvez pas acheter une caméra qui ne fait que de la 1080. Avec, juste pour vous dire les specs, avec le ND variable intégré, ce qui est quand même très rare, même sur des caméras cinéma d'entrée de gamme, la 6K RAW, je pense que le seul truc que vous avez, et on en parlera après, c'est la FX6, qui a à peu près les mêmes choses au final. Il y a le C70 aussi, et mais c'est le double du prix. C'est le double du prix. Donc quand vous regardez à ça, vous dites « Ah oui, c'est 2000 € pour quelqu'un qui débute », évidemment, non. Mais... Ouais, non, c'est ça. C'est pareil, si vous voulez, vous dites « Oh, mais il y en a plein qui ont des filtres ND intégrés. » Oui, bah va chercher une C200, une C300 Mark III, une C500... Là, n'allez pas voir les prix, ça va faire peur. Voilà, là, on tombe dans les 16, 25 000... Après... La C200, elle a 8, je crois. Il y a un modèle d'entrée de gamme, en quelque sorte, qui est ici. Ça, c'est la Pocket 4K, bon, qui ne rentre toujours pas dans une poche. Soyons honnêtes, mais qui est plus petite. Elle, c'est 1200 € et elle fait du 4K RAW aussi. Et là, 1200 €, ça devient déjà, pour quelqu'un qui débute, c'est un investissement, clairement, mais c'est pas un investissement qui va le ruiner. Et puis quand tu débutes, en vrai, c'est pas grave de pas avoir de filtre ND intégré. C'est un confort et ça te permet d'aller plus vite. C'est plus pro quand tu es sur un plateau. Quand on était à Poitiers, qu'on a tourné, c'était vraiment super. On est passé de l'intérieur à l'extérieur. Moi, j'ai juste fichu mes filtres ND et c'était fait. Toi, tu as dû changer tes... J'avais oublié mon filtre ND, du coup, t'es en mode qu'est-ce que je fais? Je vais devoir changer ma vitesse d'obturation, c'est dommage. Mais c'est pas grave, mais ça, c'est le meilleur résultat. Donc, pour démarrer, là, franchement, Blackmagic offre énormément de valeur pour le prix, mais il y a clairement des défauts. Ouais. Ne serait-ce que je suis youtubeur. Et ça c'est incroyable. Ouais. Ça, je ne peux pas faire sans. C'est pour ça que limite, celle-là qui est beaucoup moins bien que ma 5D, j'utilisais plus ça que ma 5D. Bah là, c'est tout ce que vous avez. Vous pouvez régler, c'est quand même bien, comparé à la Pocket où c'est fixé en place, ça ne bougera pas. Ouais. Donc vous pouvez régler, mais c'est tout. Il n'y a pas plus. Il y a ça, il y a le fait que c'est un mastodonte, hein, vraiment, elle est grosse, elle est pas forcément la plus ergonomique, vous avez rien qui va sur... vous avez les caméras un peu plus épaules. C'est rentré ici, donc bien souvent vous avez votre main ici pour opérer l'objectif, donc vous avez une main là, comme ça vous tenez bien la caméra. Mais là, heureusement que j'ai cette plaque de fixation, ou sinon j'ai rien pour mettre ma main, quoi. Et c'est pas très pratique. Moi, la mienne, du coup, j'ai une cage autour pour pouvoir mettre plein d'accessoires. Vous pouvez... un truc, c'est le système de stockage aussi. Oui. Qui, en vrai, c'est pas un défaut pour celle-là parce que ça devient de plus en plus commun. Oui. Mais vous avez les cartes SD, mais qui vous limitent un peu dans ce que vous pouvez faire. Et vous avez les cartes CF Express, qui coûtent une blinde. Oui. Absolue. Ou sinon, vous avez un port USB-C. Donc, vous pouvez mettre un disque dur externe, enfin SSD. Donc nous, c'est tous les deux ce qu'on a fait. Et c'est cool. Et sur ma cage, du coup, par exemple, si on regarde, moi, la cage a un petit slot, je crois que c'est de ce côté-là, où on peut rentrer le SSD pour que ça fasse pas partie, ça fasse partie du corps et pas que ce soit fichu un peu à côté. Et de protéger et tout. Voilà. Par contre, vous avez un câble qui sort tout le temps. Bon. Mais à côté de ça, un SSD de 2 Tera, c'est 200 €. Une carte CF Express à 200 €, vous avez 64. Non, 128 Go. 128, ouais. 128 Go. Waouh. 2 Tera, 128 Go, je pense que le choix est vite fait. Et en plus, le SSD externe est plus rapide. Oui. Et vous pouvez éditer les vidéos dessus aussi. Genre, vous branchez à votre ordi, vous n'êtes pas obligé de transférer, vous pouvez éditer directement dessus. Ouais. Non, il y a beaucoup de choses qui sont cool, d'autres moins cool. Alors déjà, il y a des accessoires, par exemple, il y a un œillet que vous pouvez prendre pour pouvoir il regarder. Coûte un peu cher, ça. Moi, je l'ai pas pris, il coûte trop cher. La batterie, c'est encore un peu moins d'1 heure. Donc toi, par exemple, qui viens de Sony, c'est un peu mal. Ça fait mal.
Donc moi par exemple j'ai des packs de batterie que je mets que je branche à côté en fait en V-Lock par exemple. C'est cool mais moi j'ai fait un reportage, enfin une journée complète de tournage où j'étais sur un salon, je courais derrière des gens, je filmais et tout, j'essayais d'avoir plein d'images. Déjà j'avais un monopode et heureusement, et puis ensuite bah, c'est pas très ergonomique, très facile, il n'y a pas d'autofocus. Pas d'autofocus, pas de stabilisation intégrée au boîtier, ce qui est de toute façon rare pour les caméras cinéma, mais qu'il faut quand même noter. C'est clairement pas une caméra pour débutants, c'est une caméra pour quelqu'un qui s'y connaît déjà. Et... Non, ça peut être une caméra... Alors la 6K Pro oui, mais genre la 4K ou la 6K qui est à 1800, qui est un petit peu entre les deux. C'est la même que la 6K Pro, mais sans le ND, sans quelques petites choses. C'est bien pour débuter, c'est très manuel, donc ça vous oblige à faire tous vos réglages. Il n'y a pas de automatique et oh regardez les belles images, mais en fait il n'y a aucun mérite. Pas d'automatique là-dessus. Mais par contre, moi je dirais que c'est beaucoup plus une caméra orientée vidéaste ou cinéaste même, genre des courts-métrages à petit budget, ce genre de choses-là, plus que pour un reportage ou quelque chose comme ça. Moi je sais que j'ai eu du mal quand même quand je l'ai utilisé. Heureusement, il y a tout ce qui est très pro, genre le focus peaking pour voir, vous savez, ça change, ça scintille quand c'est en focus. Oui. Vous avez les fausses couleurs. Oui, ça t'as pas sur Canon, mais... Si, avec Magic Lantern. Oui, mais avec le hack. En hackant sa caméra, donc pas forcément le truc le plus recommandé, mais c'est vrai que ça c'est plus particulier que Canon. Parce qu'en venant de Sony, j'ai le focus peaking. Ça, tu peux l'avoir sur un moniteur extérieur. T'en as plein qui ont ça. Mais sur Sony, tu vas sur un appareil à 300 €, vous avez le focus peaking. Donc moi, je sais que par contre, un truc qui est cool, c'est que tu peux régler tes marges. Et donc moi, ce que j'ai dû filmer, c'était pour Instagram, c'était pour des stories principalement, vertical. Et je me suis dit, bah ouais, mais je vais pas filmer toute ma journée verticale, c'est horrible. Donc du coup, je me dis, c'est de la 4K, on s'en fiche. Je filme à l'horizontale et par contre, je peux régler dans les réglages. C'est un guide, quoi. C'est ça, j'ai un guide et du coup, j'avais vraiment ma boîte verticale et je peux la mettre, mais à la valeur près. Et du coup, en fait, j'ai toutes les informations. Donc si demain, le client dit... Ah, mais en fait, oui, c'est la verticale, mais est-ce que ça, un de nos partenaires nous le demande pour Twitter? Pas de souci, on a les infos. Donc voilà. Donc ouais, très cool, mais pas d'autofocus, moi ça me fait mal. Pas d'écran qui se retourne, ça me fait mal. Mais la qualité d'image, vu le prix, elle est, je dirais pas imbattable, mais elle est vraiment incroyable. Yep. Ah tiens, et du coup j'avais plein de trucs aussi que j'ai pas du tout regardé. Un truc aussi, la plage dynamique. Ouais, la plage dynamique et l'ISO natif de 400 et de 3200. Double ISO natif, ça c'est très pratique. C'est pas mal du tout, parce que là par exemple moi dans mon studio, des fois j'aime bien faire des éclairages un peu tamisés. Oui. Mais pour ceux qui ne savent pas ce que ça fait, donc l'ISO c'est la sensibilité de l'appareil à la lumière. Donc le problème c'est plus vous l'augmentez, oui vous avez plus de lumière, mais il y a du bruit qui commence à apparaître. Et le pire par rapport au bruit, c'est carrément des lignes de bruit que tu as souvent, tu vois. Ouais. Ça c'est horrible, c'est pas très beau, c'est dur à retirer. Quand vous avez un double ISO, l'avantage c'est que vous avez l'ISO de base, peut-être ça à 400 sur la 6K. Ouais. Donc quand vous êtes plus dehors ou autre chose, avec le filtre ou avec de l'éclairage, là on est à 400. Oui. Et puis quand vous êtes plus dans une situation avec peu d'éclairage, vous passez à 3200. Mais là, comme c'est un ISO natif pour la caméra, vous avez pas beaucoup de bruit en fait. Bah, là en fait, on le voit sur ce diagramme-là, c'est que là à 400, c'est vraiment tout pile sur la ligne, c'est parfaitement équilibré, alors que les autres, ça va pas être parfait, ça va être un peu, ce qui serait un peu sombre, ça aura un petit peu de bruit, ce qui est trop éclairé aura un petit peu de bruit. Et du coup, si vous pouvez contrôler, c'est nickel en 400. Et si jamais genre vous vous retrouvez à genre 1000, ça devient compliqué. Moi, ça m'arrive de du coup juste switcher à 3200 et juste baisser à mort tous mes éclairages. Et on a une plus belle image que si on était à 2500 d'ISO, quoi. Et ça, pour le coup, c'est très typique d'une caméra vidéo par rapport à, genre moi par exemple, mon 5D ou mon 70D, ça me viendrait jamais à l'esprit. Je me dis, bah non, carrément, 100, ça sera toujours mieux que 2000. Enfin. Ouais. Et du coup, la plage dynamique, donc il me semble qu'ils disent 13. C'est 13 stop. Ouais, 13 stop. Donc alors ça parle pas beaucoup pour les gens, mais une caméra cinéma, ce serait plus 16, 17, même plus stop. Ouais, genre une Arial Alexa, je crois que c'est 17. Ouais. Quelque chose comme et ça. pour information, donc ce que ça veut dire, c'est que quand vous allez filmer quelque chose, par exemple le soleil qui se couche, vous allez avoir la possibilité de plus facilement exposer le soleil, donc qu'il ne soit pas juste genre une boule lumineuse. Bon, le centre du soleil sera toujours une boule lumineuse, mais
les nuages autour, vous les verrez. Mais s'il y a des choses dans l'ombre, en avant-plan, une maison ou autre chose, vous les verrez aussi. Une caméra bas de gamme, c'est là qu'on voit la différence. Surtout, c'est la plage dynamique, hein, bien souvent. Là, vous verrez les maisons en avant-plan, vous n'aurez jamais la possibilité de les exposer correctement, ce sera juste sombre. Et si vous essayez de les remettre plus clairs, vous avez plein de bruit. Donc, c'est ce qui fait aussi l'image d'une caméra cinéma. Le fait que quand vous regardez quelque chose de très éclairé et quelque chose de pas très éclairé, vous arrivez, tout semble bien détaillé, il n'y a pas... En fait, c'est le fait que si vous filmez une scène en intérieur et que vous avez une fenêtre avec le soleil dehors, à moins de juste mettre de la lumière comme pas possible, l'extérieur peut être juste blanc, alors qu'il y a un immeuble dehors. Et donc ça, c'est parce qu'il y a pas une plage assez large. À titre d'information, la raison pour laquelle quand vous regardez, vous voyez les informations dehors, c'est que votre plage dynamique, celle de l'œil humain, c'est 24 stops. Donc, ce qui est pas mal, c'est ça. Voilà. Et là, par exemple, une Area Alexa, j'ai regardé, c'est 14. Ils mettent 14+. C'est juste que ça retient tellement d'informations que tu peux beaucoup plus la moduler. Ça dépend des moments et tout ça. Et puis là, par exemple, pour la 6K, il y a des tests qui ont été faits. Vous avez 13 stops. Ce qui veut dire, par exemple, pendant un coucher de soleil, ce ne sera pas aussi bon qu'une caméra cinéma haut de gamme. Mais par contre, en pleine nuit, ces 13 stops sont largement suffisants pour avoir des lampes d'une rue bien exposée et aussi les côtés sombres de la rue, justement. Surtout qu'avec un ISO de 3200 natif, ça vous permet quand même de récupérer pas mal de détails en pleine nuit. Dernière chose que je dirais aussi sur Blackmagic de manière générale, c'est leur menu. Ouais, génial, franchement. Surtout toi venant de Sony. Ben, j'en parlerai un petit peu plus après, parce qu'on va parler un peu caméra Sony, mais c'est orienté vidéo déjà. Et c'est simple, c'est juste tellement simple, donc ça c'est vraiment génial. Mais justement, parlons un petit peu de Sony. Ce sera notre seconde news, c'est de mon côté ici. Avec le A7S Mark III, c'est au final c'est assez vieux comme news, parce qu'il est sorti septembre 2020 en réalité. On va parler de caméras plus récentes après, mais là on parle vraiment des meilleurs du marché, on dirait. Donc ça, c'est ma caméra principale, personnellement, de mon côté. C'est une caméra qui coûte beaucoup plus cher que la 6K Pro, pourtant. Elle ne fait même pas de 6K, elle fait du 4K au maximum. Et elle vaut un peu plus de 4200 € en Europe. Elle est moins chère aux États-Unis, genre c'est 3500 $, donc ça vaut vraiment plus la peine aux États-Unis. C'est ça qui est un peu énervant en tant que personne en Europe. Mais bon, et même en incluant les taxes aux États-Unis, il y a même des États où tu n'as pas les taxes, il me semble. Donc, où tu as sur la beaucoup moins TVA, de taxes. non, t'en as plus ou moins, mais t'en as toujours. Oui. Donc, ouais. Et pour résumer un petit peu les specs, qui moi m'ont séduit, 4K jusqu'à 120 fps, avec un mini crop d'1,1, donc c'est presque rien. Vous avez du full frame. Donc full frame, c'est un capteur énorme par rapport à même ça. Ça c'est bien, ça on l'a pas mentionné, mais moi par exemple, j'avais l'habitude d'utiliser mon 5D qui est en full frame. Quand je suis passé à celle-là, j'ai racheté un objectif 16-35 parce que je voulais avoir plus large, parce que mon 24, il devenait en fait un 40, et 40, c'est plus un plan... Oui, parce que quand vous mettez un objectif fait pour un full frame, forcément, c'est fait pour un capteur plus grand. Donc si vous avez un capteur plus petit, ça va zoomer sur l'image en quelque sorte. Et c'est pour ça que tu avais un petit peu ce problème-là. Mais là, avec un full frame, genre un full frame à 20 mm, c'est hyper grand angle. Pour avoir le même grand angle sur une 6K, vous devriez avoir un objectif genre 14 mm, quelque chose comme ça. Pour avoir un combien? Un grand angle genre 20 mm full frame. Ouais, il faudrait du... Ouais, 12, 13, 14, ouais. 12, 14, quelque chose comme ça. Donc ça devient assez extrême très vite. Et très cher. Et très cher aussi, c'est surtout ça. Donc ça, c'est ce qui me séduisait le plus. L'autofocus de Sony. Juste génial. Là, je pourrais... toutes mes vidéos, je la mets juste devant moi. Il y a un bon exemple, c'est l'unboxing que j'ai fait sur les cartes mères Z690. Je me cache derrière la boîte. Focus sur la boîte. J'apparais juste un petit peu derrière la boîte. Mais en haut du framing en plus. Pas au milieu de la caméra, autre chose, juste en haut. Il détecte directement mes yeux, il focus sur mes yeux. Même pas besoin de me préoccuper. C'est comme si j'avais un caméraman qui me filmait au final. Et ça, c'est vraiment génial. Un autofocus qui marche hyper bien. Pour un YouTuber qui est qui est tout seul, c'est génial. Donc ça, c'était un gros point positif pour moi. Et puis le dernier, je dirais que c'était juste le fait que j'étais déjà chez Sony. Donc ça aide. J'avais déjà des objectifs Sony. Donc toi, tu étais chez Canon. Donc
Ça, Bah, c'est ouais. une monture Canon au final. Bah, moi, j'ai failli craquer quand ils ont sorti la 6K en me disant. Parce que la 4K, c'était pas une monture qui m'intéressait. Ils ont sorti la 6K, je fais oh, mais j'ai déjà tous les objectifs qui vont bien. Voilà. Et en effet, c'est pour ça, moi, il y a des Sony qui m'ont déjà fait de l'œil, mais faut acheter des objectifs Faut ou alors acheter prendre un des- adaptateur. Oui. C'est- Il y a une phrase comme ça en appareil photo, je sais plus ce que c'est genre les objectifs c'est pour la vie, les boîtiers Ah, 100%. c'est juste façon, temporaire ou je ne sais T'as quoi. tous ceux qui disent ah, est-ce qu'il vaut mieux que j'investisse dans un super boîtier et des objectifs bas de gamme ou l'inverse Bah, Non. toujours l'inverse. T'investis Ah. à mort dans tes objectifs parce que il faut une belle clarté. Ton appareil, oui, c'est lui qui détermine la résolution et tout, mais ça change tellement plus vite qu'un Ouais. objectif. Donc là j'avais déjà des objectifs, donc c'était juste le choix le plus logique. Et c'était une caméra aussi faite pour la vidéo, donc notamment elle utilise un capteur de 12 mégapixels, ce qui peut paraître petit, Pour la vidéo, non. mais ça permet de faire du 4K et un Mhm. petit peu plus, il y a de la marge en réalité. Et surtout, c'est un capteur illuminé par l'arrière, si je me souviens bien, ou stacké illuminé par l'arrière. Je connais pas bien Sony, mais il y a un Oui. truc comme ça, ouais, il y a une technologie. Et en fait, ça vous permet d'avoir une lecture du capteur extrêmement rapide, donc vous n'avez pas de rolling shutter. Et ça, c'est quelque chose quand vous avez par exemple un objet droit, un poteau électrique par exemple, vous bougez votre caméra comme ça, le poteau électrique il va être comme ça. Ouais. Parce que le capteur est lu d'abord en haut, et puis il est lu à la fin en bas. Et le temps qu'il lise par rapport au haut face au bas, Mm. il y a un petit délai de temps, et du coup, votre poteau électrique il est de travers. Et ça, vous l'avez pas sur la 7S Mark III. Et j'étais en mode, c'est juste parfait en fait. En fait, C'est tout ce qu'il me faut. ça dépend de l'utilisation, mais par exemple, quelqu'un qui filme, genre, je sais pas, des animaux qui courent ou des Voilà. athlètes, ça n'a aucun sens de prendre un truc qui a du rolling shutter. C'est horrible. Il faut du Ce global sera shutter, horrible. ça Ce change. sera horrible. Moi, par exemple, Oui. je m'en fiche. Mais pour moi, la raison pour laquelle je l'ai pris, c'est que je voulais une caméra qui sait tout faire. Je voulais juste être tranquille en fait. Et honnêtement, c'est le cas. Je peux lui jeter tout ce que je veux au visage et elle le fera, quoi. C'est ça qui est vraiment génial pour moi. Par contre, oui, elle coûte extrêmement cher. Il y a quelques petits avantages aussi par rapport aux anciennes Sony. Vous avez un nouveau système de menu qui est beaucoup mieux catégorisé, tout ça. Ça, c'est génial. Vous avez pas mal d'autres petits avantages. Sortie HDMI clean, toujours avec Sony. Jusqu'à Et 4K pas 60 que, FPS. voilà, j'allais dire, elle a beau filmer en 6K, la sortie c'est de la HD, Oui, c'est de la c'est du Full 1080p là-dessus. C'est juste pour monitorer, basiquement, franchement. HD. Ouais, mais non, elle a été faite pour les ATEM Mini. Oui, ou du tu peux- streaming 1080p. Ouais, ok, pour du streaming, c'est vrai. En fait, le truc qui me dérange, c'est que pour du streaming, t'as pas besoin de plus que 1080p. Mais de l'enregistrement local. Mais pour de l'enregistrement ISO sur ton ATEM, parce que c'est vraiment fait pour aller main dans la main, parce qu'avec ton ATEM, tu peux modifier, tu peux changer les réglages de toutes tes caméras. L'ATEM, j'explique parce qu'il y a un petit Ouais, qui pardon. fait- c'est une mini table de mixage. Vous avez Ouais. plusieurs boutons par exemple pour switcher de caméra. Vous avez des ports HDMI derrière. C'est une carte d'acquisition mélangée à un mixeur C'est un mixeur vidéo. Voilà. C'est un mixeur vidéo, et vous pouvez avoir soit de l'enregistrement dessus si c'est pour certains modèles, soit vous pouvez le brancher sur sur un port USB, Voilà. et ça apparaît comme une webcam. Moi, c'est ce que j'utilise comme webcam pour mes intros. Yep. Tout rentre direct dans OBS, c'est nickel. Mais ouais, non, le HDMI, enfin le fait que ce soit une HDMI plus que 1080, pour moi c'est gigantesque. Ouais, ça c'était un gros point aussi pour moi parce que je veux pouvoir capturer avec mon PC et pouvoir rezoomer après, c'est très pratique. Donc toutes les caméras que j'ai sont toujours en 4K pour moi. Ou sinon pour moi ça ne vaut pas trop la peine. Ouais. Même si certaines ne peuvent pas au bout du 4K par l'HDMI, mais bon, c'est pas grave. Il y avait aussi un dernier avantage avec le Sony A7S Mark III, c'est les performances en basse lumière. Et ça, c'est juste énorme. Donc là, on a déjà parlé de celle-là qui était bonne, mais la A7S Mark III, c'est... pour information, le Dual ISO, de base, c'est 100 avec un profil normal, et le deuxième, c'est 1600. Mais si vous passez en S-Log 3, qui a un profil très flat, donc toutes les couleurs c'est très plat, il n'y a pas beaucoup de couleurs, et c'est en fait fait exprès pour que vous puissiez garder le maximum de détails dans les ombres, mais aussi dans les choses très lumineuses. Et là, vous avez un ISO de base qui est de 640, le deuxième ISO est à 12800. Donc en fait, vous pouvez filmer de nuit, sans aucune lumière, juste la lumière de la rue suffit. Et la caméra voit mieux que vos yeux à vous. Oui, j'ai fait le test, elle voit mieux que mes yeux. Et avec pas beaucoup de bruit, ça aussi c'est le plus important. Donc, moi quand je voyais ça, j'étais en mode, pour la vidéo, c'est juste parfait en fait.
Pour quelqu'un dans l'écosystème Sony, c'est le choix. C'est le choix. C'est l'histoire des objectifs, je pense. C'est l'histoire des objectifs. Maintenant, évidemment, il y avait un peu de concurrence de la part de Canon. Alors toi, tu voulais plus parler du C70, c'est ça? Donc on peut en parler un peu, et puis après tu feras une référence justement à la concurrence du A7S Mark III. Ouais, moi, si je devais acheter une caméra demain, ce serait la C70. Notamment parce qu'elle est très bonne là où celle-là ne l'est pas, la 6K Pro. Par contre, c'est 2 fois le prix. Elle est à plus de 5000 €, je crois. Ouais, vers 5000. Elle a un autofocus qui est incroyable. Pour le coup, le autofocus Canon est à peu près aussi bon que celui de Sony. Il est peut-être un peu meilleur légèrement meilleur que Sony à l'heure actuelle. En fait, je sais que pendant très longtemps, il était bien meilleur et Sony a rattrapé. Mais celui de... Ouais, c'est ça, l'autofocus Canon, globalement, je sais que... globalement, je peux l'utiliser. Vous savez que vous pouvez compter dessus. Vous pouvez lui dire, suis ce sujet. Ouais. Il va le suivre, ce sujet. Et c'est la même chose un peu avec Sony. Et du tracking et tout ça, c'est juste... Ouais, c'est ça. Donc, j'ai l'autofocus que je n'ai pas là. J'ai un écran qui se retourne que je n'ai pas là. Je l'ai sur la 7S Mark III, c'est très important aussi. Mais d'ailleurs, ceci dit, Canon... Ah oui, mais non, Canon le fait maintenant même sur son R3. Le R3 qui est leur tête d'affiche. Et le R5 et le R6 aussi. Ouais, mais le R5 et R6, entre guillemets, ils sont un peu plus bas sur l'échelle. Le R3, tu sais, c'est le nouveau 1DX. Mais c'est plus un objectif photo sport, je dirais. Complètement. Mais ceci dit, avant tout cela, c'était notamment pour une question de comment ça s'appelle, de tropicalisation. Il n'y avait pas d'écran qui ressortait. Maintenant, ils le font. Mais bon, du coup, écran qui se retourne, autofocus, aussi des filtres ND, parce que je ne peux plus faire sans. C'est intégré. Il y a une bonne durée de vie de la batterie, c'est plusieurs heures. Après, c'est une grosse batterie, hein. C'est les batteries des Canon. Oui, chez Sony aussi, vous avez une plutôt bonne durée de vie. Je pense avec des plus petites batteries que Canon. Elles sont un peu plus petites, mais les caméras sont plutôt efficaces et ne surchauffent pas. C'est très important, les dernières en tout cas. Ça. Et je pense que j'ai déjà fait franchement plus d'1 heure en filmant en 4K 60 fps. J'avais encore la batterie, donc pour moi, c'est déjà largement suffisant. Il y a aussi le fait que, en termes de couleurs, c'est super joli et c'est très proche de la 6K Pro, donc ça se marie vachement bien. Alors que Sony, c'est un peu plus difficile. Ça va, mais... Sony ont leurs couleurs, ça s'est beaucoup amélioré. Pour ceux qui ont un peu de mal avec Sony, surtout avec la A7S Mark III, ils ont une nouvelle science de couleur qui est bien meilleure. On va en parler d'ailleurs après, il y a aussi une autre option qui existe chez Sony. Mais ils ont amélioré pas mal. Même avec le S-Log, franchement, vous pouvez avoir des très bons résultats. Donc ça, je suis plus trop inquiet. Non, mais par exemple, pour du live où tu peux pas juste passer des heures après à le changer. Pour OBS, un coloriste, il n'y a aucun souci. Pour moi, tu peux mettre des fichiers cubes maintenant dans OBS. Ouais. Donc c'est des fichiers mais il faut les faire à l'avance. Oui, mais c'est toujours... Oui. Moi, je veux dire, je suis arrivé sur un plateau une fois et j'avais 10 minutes pour changer la couleur parce qu'on partait en live. Ouais. Et j'aimerais bien juste pouvoir changer un peu les réglages, les teintes, les trucs. Ouais, mais tu peux faire confiance à la couleur et tu as aussi un nouveau profil dans le A7S Mark III qui est sorti, c'était le Cinetone. Ouais. Et c'est un profil qui n'est pas aussi bon que le S-Log pour la Dynamic Range, qui peut aller jusqu'à 15 sur le A7S Mark III d'ailleurs, mais qui est assez, pas flat, mais assez neutre et que vous pouvez facilement repartir de ça et juste rajouter un petit peu plus de contraste ou de saturation si vous aimez ça, quoi. Pour le C70, les autres forces c'est les menus Canon qui sont vraiment cool. Il y a aussi des entrées mini XLR, donc ça c'est vraiment super. Il y a une bague d'adaptation, parce que du coup c'est un Super 35 aussi, c'est le même taille de capteur, mais soit vous utilisez un objectif RF, qui est leur nouveau, qui est cher, il y a des trucs dont j'ai pas forcément besoin. Puis j'ai déjà mes objectifs, donc j'ai pas forcément envie de réinvestir, mais il y a une bague d'adaptation qui passe du coup en full frame. Yes. Ça c'est trop bien. Ça c'est excellent. Donc on rajoute ça et d'un coup on a une caméra full frame. Et si on compare par exemple à une C200 ou même une C300 Mark III, qui sont des sacrées grosses caméras, j'ai déjà utilisé une C300 Mark II moi. C'est des caméras cinéma. C'est trop bien. C'est incroyable, l'image, la facilité d'utilisation et tout. Et ben en fait, la C70 elle est plus récente et elle est mieux, alors qu'elle est beaucoup moins chère. Ouais. Ne serait-ce que genre... Alors ça, à vérifier, hein, mais on parlait de la plage dynamique, c'est 16 diaphragmes, la C70. Donc c'est très bon. On disait que ça c'était 13 et c'était pas mal. Bah là c'est 16.
Donc c'est assez conséquent. C'est territoire de caméra cinéma. Vous pourriez filmer un film, littéralement avec. Ouais. D'ailleurs, celle-là, elle est certifiée Netflix. C'est vrai. Même la Pocket 4K est certifiée Netflix. Ça veut dire qu'on pourrait l'utiliser pour une production Netflix. Et Netflix a quand même des standards assez hauts, faut pas déconner. Bon, ça dépend les séries. En termes d'image. En termes d'image, pas en termes de scénario, ok? Et du coup, pour quelqu'un qui débute, avoir l'assurance de dire ah oui, même on peut l'utiliser pour des productions de haut niveau, c'est quand même cool. Et là, la C70, C70. C'est exactement ce que celle-là ne peut pas faire si un jour je dois courir sur un reportage et tout et me recourir dans un salon. En vrai, c'est la version parfaite de la 6K Pro en fait quand tu penses. Oui, à 2 fois le prix, donc elle peut se permettre d'être parfaite. Voilà. Ceci dit, je suis pas sûr qu'elle filme en RAW pour le coup. Ah, peut-être avec un externe. C'est fort probable. Bien souvent, vous avez des caméras en fait pour filmer en RAW. Vous devez utiliser le port HDMI externe. C'est le cas avec la A7S Mark III. Tu peux filmer en RAW, mais en externe. Donc, notamment, il y a des enregistreurs RAW, même de Blackmagic, qui permettent de faire du B-RAW avec un A7S Mark III. Après, il y a des tests qui ont été faits qu'au final, par rapport au profil S-Log ou même chez Canon, c'est V-Log, je crois. C-Log. La différence n'est pas si énorme que ça. Pour une production de très haut niveau, ok. Mais pour vidéo, même YouTube de haut niveau, quand même, pour des clients et tout ça, pas forcément très utile. Par contre, gros point négatif pour la C70, il n'y a pas de bouton pour prendre des photos. Ah. Celle-là, c'est une caméra vidéo qui prend des photos. Oui. La C70... Vous avez un bouton d'ailleurs juste là. Donc si vous avez besoin de même une photo de référence, pour vous êtes en train de filmer, ça c'est très pratique. Quoi ça ressemble. Ouais, ou même des fois, enfin tu vois, moi j'ai des tournages où des fois le client ramène un photographe, mais d'autres fois il dit vous avez 3 caméras, vous pouvez bien prendre quelques photos. Avec celle-là, je peux faire ouais, c'est pas fait pour, mais ouais, y a pas de souci. Avec mon 5D, je pouvais faire ouais, carrément, y a pas de souci. Avec le C70, non. Je fais attendez, je peux faire sortir une vidéo. Mon téléphone. Je peux faire une vidéo et je vous fais une capture dans la vidéo. C'est ça. Donc c'est pas idéal. Mais bon. Je dirais que la C70, par contre, c'est quand même une caméra cinéma, une vraie caméra cinéma, qui peut même servir à un YouTuber avec des fonctionnalités genre où vous pouvez l'opérer tout seul, qui est à peu près parfaite en fait, surtout si vous êtes chez Canon. Franchement, c'est l'un des meilleurs choix, je pense. Sony a aussi des caméras cinéma vers les mêmes genres de prix. Vous avez notamment une mention très rapide sur la FX3, qui est basiquement la A7S Mark III, mais avec un body, donc un corps. Un corps. Ouais, un corps. Le boîtier, c'est ça qu'ils disent. Le boîtier de la caméra est fait pour le cinéma, donc notamment les boutons record sont plus accessibles. Il y a des trous pour des vis, pour visser des choses, des accessoires, une poignée au-dessus. Tu peux brancher tu peux mettre ton micro canon dessus. Oui, là vous avez une poignée justement avec un module XLR, donc vous avez des entrées XLR dessus, vous avez un trou pour mettre un micro type shotgun, vous avez toujours le flip screen et tout ça, mais c'est exactement la même chose que la A7S Mark III, même en termes d'image c'est exactement la même. D'ailleurs je l'avais pas dit, mais c'est du 4K 120 fps 422 10 bits pour le Sony A7S Mark III et le FX3. C'est très important le 10 bits. C70 aussi, et je crois que celle-là aussi. Yes. Ouais. Et du coup, ça c'est la première alternative. Elle est à peine plus chère que la A7S Mark III. Regarde, elle est un peu plus de 4000 €. Yes. Vous perdez l'IVF. Le IVF c'est le truc pour regarder, pour prendre des photos, ce qui n'est pas hyper grave pour du ciné, genre filmé. Si vous le voulez absolument, vous mettez une sortie HDMI et il y a des IVF à côté que vous pouvez prendre. Et ça, au final, moi elle n'était pas sortie quand j'ai pris la A7S Mark III, ils l'ont sorti après. J'aurais peut-être plutôt pris celle-là. Parce qu'en plus elle a un ventilateur à l'intérieur qui ne fait pas de bruit, mais qui s'assure qu'elle ne surchauffera jamais, même quand vous êtes à 40 degrés dehors. Et c'est quelque chose que... En studio, j'ai l'assurance que ça va pas surchauffer, mais dehors à 40 degrés, pas si sûr que ça. Et puis juste le fait de pouvoir monter facilement des accessoires, c'est quand même très pratique. Mais bon, je ne regrette pas non plus mon choix parce que j'aime beaucoup mon A7S Mark III. Et vous avez dans la même ligne la FX6 qui est très similaire. C'est juste que là c'est un vrai boîtier cinéma avec tous les contrôles avec des boutons sur le côté. Ça, c'est ce que vous voulez. Et le C70 a la même chose. Si, j'allais dire pas autant, mais si, il y en a beaucoup. Après, pas autant que ça. Ça, c'est vraiment l'idéal en mode... Ça, typiquement, un débutant, aucune chance de s'en sortir.
parce qu'il y a vraiment tout en bouton, pas des menus ou quoi que ce soit. Et vous avez toujours l'autofocus Sony, sur FX3 aussi. Par contre, vous perdez la stabilisation sur FX6, parce que c'est une vraie caméra cinéma, donc ils l'ont enlevé en fait. Ils voulaient économiser de la place, surtout pour mettre un filtre ND variable, et un vrai filtre ND variable électronique, qui est... Sur la 6K, en fait, vous avez un bouton, vous appuyez... Tu peux le montrer, je pense. Mais si j'appuie, en fait, vous avez un truc qui passe. Et je peux même le montrer sur l'écran, vous devez le voir. Ouais. Et en fait, ça vous permet de bloquer de plus en plus de lumière selon le filtre que vous mettez dessus. Jusqu'à 6 stops, c'est ça? Oui, c'est ça, 2, 4 ou 6. Mais voyez la transition, il y a littéralement un truc physiquement qui passe devant le capteur pour se mettre et bloquer la lumière. Vous pouvez pas le faire au milieu d'une prise. Voilà. Par contre, avec Sony, c'est variable, c'est un électronique. Donc c'est comme, il y a des vitres en verre qui font ça, elles deviennent plus... c'est un peu comme des Varilux ou autre chose, comme les verres que vous avez sur les lunettes en quelque sorte, mais contrôlé électroniquement pour exactement le mettre au même niveau que vous voulez. Et vous avez en fait un petit réglage sur le côté de la caméra, vous dites « Ah, il me faut juste un petit peu plus », vous l'avez. Et ça, c'est le meilleur, il me semble, dans l'industrie. Si vous voulez une caméra qui a le meilleur filtre ND, c'est la FX6, littéralement. Donc ça, c'est les alternatives Sony. C'est pas les meilleurs, je dirais, quand même. Il y a des défauts. Le prix, ça va encore. C'est un peu plus de 6 000 € la FX6. C'est beaucoup d'argent. Mais pour une caméra cinéma avec ces performances-là, ça va franchement, il faut pas déconner. Et du coup, on avait l'alternative justement du A7S Mark III chez Canon. Donc là, on parle plus de caméra cinéma fait pour le cinéma, on parle d'un appareil photo qui peut filmer aussi. Donc un peu un pas en arrière, ce qu'était le 5D, Mark II, 3, etc. Alors du coup, l'équivalent, ce serait quoi? Ce serait plutôt le R5. Hein. Le R5 est équivalent à A7S Mark III, clairement. Donc, pas forcément entièrement en termes de spec, mais en termes de prix, c'est le même prix. Et le R5, bon, pour le coup, en termes de statistiques, il est incroyable. 45 millions de pixels, stabilisateur d'image intégré, il y a... Très bonne stabilisation d'ailleurs, meilleure chez Canon. 8K en termes de sortie, donc c'est 8K 30 fps. Ouais, et en 4K, il 120 est fps. Moi, je vois 60. Ils peuvent monter jusqu'à 120 fps. Ah, 4K 120, ouais, exact. Donc bon, sur le papier, il est incroyable. Mais il surchauffe. Il surchauffe beaucoup. Donc c'est très bien qu'il fasse du 8K, mais en fait, il peut pas le faire. Donc en fait, beaucoup de gens ont plutôt dit partez sur le R6, qui est moins cher, qui a moins de millions de pixels, mais si c'est pour de la vidéo, tu t'en fiches. Qui fait moins d'images par seconde en burst, mais si c'est de la vidéo, tu t'en fiches. Qui fait de la 4K jusqu'à 60 images par seconde. C'est très propre. Donc plutôt le R6 que le R5. Et sinon, en fait, en regardant un petit peu, en faisant les recherches, on s'est rendu compte que le EOS R, qui est plus vieux, qui date d'il y a 3 ans... c'est maintenant, il me semble, c'est l'appareil full frame neuf, entre guillemets. On parle pas d'occasion ici, ou d'anciens vraiment vieux modèles. C'est l'appareil full frame le moins cher qui existe. Il est à 1400 €. 1500. Il y a même des kits, j'ai vu des kits à 1200 € avec un objectif. Enfin, 1200 $ dans certains pays. C'est pour dire à quel point c'est... Et du coup, ils font le... Ah non, mince, j'étais sur une page, j'étais en train de dire, attends, ils font du RAW incroyable. Non, j'étais sur la C200. Mais ceci dit, bon, 30 millions de pixels et tout, il fait de la 4K en 25 ou 24, pas de 30. Ouais, il n'y a même pas de 30. En Europe, on sait pas trop grave, mais quand même. Et il n'a pas la stabilisation. Ouais. Mais ceci dit, c'est de la 4K en plein format pour 1400 €. Oui, pour moi, c'est la Bicam parfaite. La Bicam, c'est votre caméra secondaire. C'est celle que vous laissez sur un trépied, elle filme un truc en particulier. Elle est juste elle est pas chère, quoi. Si vous avez déjà les objectifs Canon, vous n'en avez pas qu'un, vous avez forcément un peu de tout. Attention, parce que je crois que c'est des RF. RF, mais un adaptateur. Ouais, il y a un adaptateur, mais ça rajoute un peu plus à tes 1400 €. Oui, mais ça va encore. Ouais. Et sinon, il y avait la R6, qui est la petite sœur de la R5, qui actuellement, on va en parler après, il y a l'alternative Sony qui arrive, la vraie alternative, parce qu'il y avait l'A7 Mark III qui est une légende, c'est maintenant un boîtier vieux de 3 ans, que j'ai personnellement, c'était mon premier full frame chez Sony, c'est là où je me suis lancé grâce à Sony, et
incroyable appareil photo qui permet de bien filmer aussi, mais qui méritait un remplaçant depuis très longtemps. Et le R6 est à sa place, on peut le dire. Le R6 a moins de problèmes de chauffe, mais il a quand même un petit peu, dans certaines conditions très, on va dire dures. Mais le truc aussi avec le R5, qui est vraiment dommage, c'est que ce problème de surchauffe est volontaire. Parce qu'ils ne voulaient pas concurrencer leur plus grosse caméra. Et c'est quelque chose que Canon fait souvent, franchement, qui est franchement dommage, je trouve. Parce qu'il y a un YouTuber, c'est DIY Perks, pour ceux qui ne connaissent pas, il fabrique des choses, c'est incroyable, j'adore ce mec-là. Genre, il a fabriqué un écran externe pour mettre dehors dans son jardin, par exemple. Il a mis des LED hyper puissantes pour l'éclairer, genre il peut atteindre 2000 nits et il l'a fait pour genre 200 balles. C'est ça le pire. Une TV avec des specs comme ça, vous aurez coûté 3000 €. Il le fait pour 200 balles. Bref. Lui, il a ouvert son R5 et il a rajouté juste un radiateur en cuivre plus épais, mais qui rentre toujours. Hein. Le boîtier de l'extérieur, vous n'y voyez rien, et qui permet de déjà largement augmenter la limite d'enregistrement avant la surchauffe. Et il a fait un petit module avec un ventilateur qu'il a recyclé d'un ordinateur portable pour rien. Et là, il avait autant de records qu'il voulait. Donc, si Canon aurait voulu, ils auraient pu. C'est le problème avec Canon, ils ont tellement de gammes, tellement de trucs, ils se cannibalisent tout le temps et ils s'arrêtent et ils se font bouffer du coup des fois par des Panasonic et des GH4 et tout. C'est ça qui est dommage. Il y a un R5S qui est apparemment en préparation, il y a des rumeurs depuis pas mal de temps qui serait le R5 mais sans problème de surchauffe. Certainement dû au fait que Canon se dit bon, on a pas mal de concurrence, on devrait peut-être genre sortir quelque chose d'intéressant. Après ils vont certainement le vendre plus cher exprès. Voilà. C'est Canon, mais bon, ce sera le vrai, on va dire, boîtier le plus intéressant pour beaucoup de gens. Mais de temps en temps, on en a qui font des vraies innovations. Et qui mettent tout dans une seule caméra plutôt que d'en attendre plusieurs. D'abord, non. Chacun son tour. Le concurrent... C'est un bon segue, ça. Oui, mais moi j'ai un bon segue par rapport au R6. Ah, pardon. Qu'on avait parlé. Ouais, dis-moi. Son concurrent qui a été enfin annoncé, voilà, quelques jours maintenant, par rapport à au moment où on tourne, une petite semaine. C'est le A7 Mark IV. Oui. Le légendaire Mark III enfin remplaçant. Il va être vendu un peu plus cher, donc ce sera 2700-2800 €. Ça reste une somme d'argent à investir, clairement. Mais au vu des specs, il est pas trop mal. Il a quelques défauts assez majeurs en réalité. Ça se voit que Sony était en mode faut pas qu'on le rende trop parfait. On va lui mettre quelques petits défauts. Et c'est un peu des défauts bizarres parce que il a les mêmes processeurs que le A7S Mark III, double processeur Bionics. Donc il est très rapide. Il est capable de faire des choses très rapides. Mais le nouveau capteur qu'ils ont mis dedans, qui est 33 mégapixels, ce qui est parfait pour la photo, c'est un bon niveau de détail, mais pas trop non plus pour que ce soit un manageable, parce que vous avez des capteurs, par exemple 60 mégapixels chez Sony, les fichiers, chaque fichier c'est 100 MO je crois, en RAW, c'est énorme. 100 MO la photo, vous réfléchissez avant d'en faire. Là, 33 mégapixels c'est beaucoup plus gérable, c'est 4 fois plus petit. Donc quand vous regardez les specs, 33 mégapixels, il peut faire du 4K 60 fps en 10 bits, 422. Il a tout ce qu'il faut, mais Sony a dû se dire oh, c'est trop parfait, on va mettre quelques petits défauts. Le capteur utilisé, c'est pas l'un des meilleurs capteurs, justement qui est non, c'est un capteur stacké, il me semble que ça s'appelle, qui a justement la vitesse de lecture très rapide. Ils ont un ancien capteur qui du coup a toujours du rolling shutter, donc le poteau il est de travers, et le mode 4K 60 fps est seulement en mode Super 35. Donc vous devez en fait vous avez un crop de 1,5, donc c'est vraiment un énorme zoom sur l'image. Moi j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec les caméras qui font ça. Ouais. Et il y en a beaucoup, hein, mais Sony a un mode où tu peux le faire volontairement. Donc tu peux filmer en full frame, mais tu peux le faire volontairement en plus petit, si tu veux plus de reach, voire plus loin. Et tu as toujours du vrai 4K. Hein. Ouais. Bon, ça c'est une chose, mais que d'être obligé de le faire, parce que du coup en fait on revient au problème du Super 35 par rapport à ton full frame, où du coup tu perds l'intérêt d'avoir un objectif large. Oui. C'est c'est les deux gros défauts de cette caméra que je vois moi. C'est à côté de ça, elle est
L'ergonomie est largement meilleure. C'est le même boîtier que le A7S Mark III. Mais ça reste un truc, enfin ça reste un boîtier photo. Moi c'est ça qui m'énerve. J'en peux plus Ça des reste un boîtiers boîtier photo. Je veux des caméras pour filmer. Ouais. Mais bon, encore une Mais fois, moi, je suis différentes habitué, ça va. utilisations. Oui. Toi, on n'a pas la même utilisation. Il a le flip screen. Pour un youtubeur, tout le monde a un parfait. flip screen sauf Blackmagic. Mais c'est parfait pour se filmer. Donc, Ouais. c'est une caméra qui a beaucoup d'avantages, mais malheureusement 2 assez grands défauts. Pour moi, le rolling shutter, ça va. J'ai le A7S Mark III si je veux avoir une caméra qui n'a pas ce problème-là. Parce que de toute façon, c'est pas comme si j'allais filmer avec 2 caméras en même temps de l'action. C'est juste pas possible. Donc, une caméra B qui reste fixée, pas beaucoup de problème. Le crop, par contre, je suis un peu déçu. Ouais. Si ça avait été un crop de 1,2 peut-être, 1,3 éventuellement, donc c'est-à-dire un peu plus zoomé, j'aurais dit encore oui, mais là en Super 35, je suis juste en mode, j'achète un capteur un boîtier full frame pour juste avoir un boîtier APS-C si je filme que du 4K 60 fps. C'est quand même, ça fait un peu mal, on va dire. Vu que c'est ce que tu filmes toi, Oui. justement. C'est pour ça que j'envisage de plus en plus de repasser à du 4K 30 fps. Et juste pas me préoccuper. Pour rester assis à un bureau, Oui. ça suffit. Oui. Ouais. Du coup, on a parlé des défauts de Sony A7 Mark IV et un petit peu des caméras qu'on a vues juste avant, mais il y a une caméra qui a été annoncée il y a 2 semaines qui a, selon moi, très peu de défauts. Bah, on parlait tout à l'heure, enfin moi je mentionnais le fait que Canon, à chaque fois qu'ils font une nouveauté, c'est oh, tout petit mini truc. Là, on a une caméra qui arrivait avec non pas une amélioration dans un domaine ou dans un autre, mais juste en mode on pose tout ça, on fait genre 4 générations de caméras Canon en une. Il s'agit bien sûr de la DJI Ronin 4D. Le futur se déroule devant nous. En anglais, là, En anglais, absolument. c'est DJI Ronin 4D. Qui est assez incroyable. Ouais, franchement. Donc c'est un full frame, donc on en parlait tout à l'heure, il n'y a pas de crop ou quoi que ce soit, donc vraiment Oui. du plan large, ça c'est vraiment plaisir. On peut juste passer en revue un petit peu le fait que on a le 4D vient de la 4e dimension, et non pas le mais le fait qu'il y a les stabilisateurs. On a tous les deux un Ronin S, il me semble, et c'est cool, ça stabilise l'horizontal, le vertical, et Le roll un petit peu. Ouais, le roll, c'est ça. Là, on a aussi le fait que quand on marche, ça enlève les pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on a sur les stabilisateurs avec bras et tout, qui coûtent un bras. Oui, justement. totalement. Et c'est aussi quelque chose, vous voyez, quand quelqu'un a un stabilisateur comme ça, alors c'est bien stabilisé et tout, mais quand il marche, il est obligé de marcher comme un ninja. Ouais. Il fait des petits pas pour éviter de faire ce mouvement-là, en fait. C'est ça. Et donc voilà, ça c'est le premier gros truc, et c'est le plus évident, parce que quand on regarde, on voit ce bras, elle est très bizarre comme caméra à regarder. C'est très bizarre. Vous avez les 2 poignets, vous avez le vrai corps de la caméra où il y a tout, au final, processing, enregistré, tout ça. Et puis vous avez juste un petit bras, comme une sorte de... Ça ressemble un peu à C'est un poulet. un petit dinosaure ou un poulet. C'est un poulet, ouais. Et ouais, là on a le bras qui est là, et dans Et sa vous avez le position capteur baissée. et l'objectif qui se met là. Et là, on n'a pas trop de... Sur le truc, il n'y a pas trop de moments où il est levé, mais en fait, le bras est posé, et après, quand il s'active, hop, le bras se lève, et toi, tu bouges la caméra comme ça quand tu marches, et en fait, le bras fait l'inverse. Donc, premier gros truc, stabilisateur. Donc, en fait, voilà, beaucoup se disent juste, bon, bah, c'est une caméra avec stabilisateur intégré, cool, c'est moins cher que d'acheter une super caméra et un stabilisateur. Oui, parce qu'on parlait justement de la Canon C70. Ouais. Et ça, bien souvent, vous allez la riguer, donc la mettre sur un stabilisateur pour être encore plus fluide. Et souvent, ces stabilisateurs, comme disait Bill, c'est des sortes de bras que vous avez accrochés à votre poitrine. Et puis, vous avez au-dessus du bras souvent un autre stabilisateur encore en plus. Et ils opèrent, vous les voyez, ils ont toujours une main sur le bras et une autre main pour opérer le stabilisateur. Et dès que vous rajoutez tout ça, vous en êtes à juste plus de 5 000 € d'accessoires facilement, plus la caméra. Et là, en fait, ils ont tout en un. Ouais. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Attention par contre, ça a certaines limitations des stabilisateurs. Ouais. Par exemple, moi avec une caméra, quand je veux descendre ou monter, bah, je bouge le corps de la caméra.
Or, sur celle-là, si on la monte ou on la descend trop, on va... non, c'est surtout que elle va le gimbal va taper et va être limité. Donc du coup, plutôt pour monter, par exemple, si je sais pas, vous voulez faire une contre-plongée sur une statue ou autre, vous allez devoir utiliser le joystick pour faire lever la nacelle. Et c'est pas grave, mais faut prendre le pli, c'est un peu contre-intuitif, et ça a potentiellement moins le mouvement naturel humain, et plus le côté, c'est un joystick, donc c'est... Surtout que les manettes sont détachables, et ça c'est l'un des gros points aussi. Ouais, ça c'est incroyable. Alors pour le coup, ils ont utilisé leur technologie de drone, de transmission sans fil. Ouais, de vidéo. Et du coup, ils ont un truc, alors il y a une petite latence, mais c'est minimal, et c'est sur plusieurs kilomètres. Oui, j'ai vu un test où c'est incroyable. Il avait au milieu d'un bâtiment, il sortait dehors, captait toujours. Il pouvait contrôler la caméra sans problème. Ils ont marché tout le long de la rue, et c'était seulement quand ils étaient à la fin de la rue, le bâtiment était tout petit là-bas, c'est là qu'ils perdaient le signal. Et c'était dans une zone urbaine. Et c'était dans une zone urbaine, avec certainement plein de pollution au niveau signaux et tout ça. C'est ça. Et ça, c'est juste incroyable en fait. Et le plus incroyable aussi, c'est que vous n'avez pas juste le retour, vous pouvez avoir les deux poignées et contrôler toute la caméra à distance. Donc au final, vous pourriez le mettre sur une voiture, sur une moto. Le conducteur d'un moto se concentre juste à conduire et vous êtes juste à côté, peut-être dans un autre véhicule de chasse, et vous contrôlez. Vous contrôlez le focus, vous contrôlez le framing, donc est-ce que la voiture qu'on essaie de filmer est bien filmée. Et c'est juste, franchement, c'est incroyable. Évidemment, il y a beaucoup de hype dessus. Ouais. La caméra a surtout été dans les mains de personnes qui l'ont eu en early access. Mais ça promet, franchement. Ça, c'est vraiment ça pour le coup. La qualité d'image est magnifique. Je dirais petit bémol aussi pour les objectifs. Ouais. Parce que du coup, on est très limité par les objectifs qu'on peut mettre. Si c'est des objectifs trop lourds, on est obligé de les porter et tout avec un truc parce que la nacelle n'est pas assez puissante. Donc du coup, on perd complètement le côté stabilisation. Et c'est important à noter parce que les objectifs cinéma sont souvent... impossible d'utiliser. Ils sont massifs. C'est pas possible. Ils ont, là sur leur site, ils ont un truc compatibilité d'objectifs avec... il y en a pas mal. Alors il y en a 3 de DJI, sans doute qu'il y en a plusieurs. C'est des focales fixes. Ils en font eux-mêmes. Ouais, il y a Lights qui en fait, il y a beaucoup de Sony pour le coup, beaucoup de Sony, qui ont le contrôle du focus, de l'iris. Et aussi, truc important, c'est que la fixation, par défaut, c'est la fixation pour les objectifs DJI, mais vous pouvez les changer. Ouais. Vous avez 4 vis et vous changez totalement la monture, et vous pouvez mettre du Sony, vous pouvez mettre du Canon. Non, pas de Canon. Il n'y avait pas de Canon ? Non. Ah, ils n'avaient pas encore les droits, il me semble, Canon, mais certainement les auront. Ça viendra. Mais, pas les RF, mais les il y a EF, Sony, en tout cas. Tamron, Zeiss, Sigma, Voigtlander, Sirui. C'est déjà énorme, franchement. Mais en vrai, ça va. Rien que les Sony, ce serait déjà pas mal. En plus, c'est des G-Master pour beaucoup. En fait, c'est tous les focales fixes petits. Oui. Et c'est beaucoup de... Alors ouais, non, j'allais dire de grand angle, mais c'est faux. Il y a du 14, 20, 24, mais ça va jusqu'à du 100, je vois du 85. Il y a des petits Oui, il y a des petits, mais... J'ai déjà vu des 85 mm chez Sony en pour un prime. Stabilisateur, souvent, tu regardes plutôt, à moins d'être genre, je sais pas, Make Art Now, tu le connais ? Oui. Lui, il a fait un truc où il était sur un stabilisateur et il a pris le 500 mm de Sony pour faire une vidéo. Et c'est incroyable parce qu'il fait des effets parallaxe de malade parce qu'il se met sur un one wheel. Ah oui, et il fait des parallaxes incroyables. Oh. Donc après tout, pourquoi pas. Mais bon, c'est un peu un taré. Ouais. Du coup, ouais, on a ce côté objectif, faut faire gaffe. Pourquoi pas, c'est pas grave en soi. L'autre, donc on a la transmission sans fil. Et l'autre énorme truc, c'est le LiDAR, le système d'autofocus, qui marche jusqu'à 10 mètres seulement, par contre. Oui, alors le LiDAR, c'est ce que vous avez sur les voitures qui peuvent être autonomes. Donc c'est basiquement un radar. Donc vous envoyez des ondes pour voir ce qui se passe autour de la voiture normalement. Ou vous avez aussi à l'arrière des iPhones, le LiDAR. Mais ça a une courte portée. À part si vous avez un énorme système LiDAR, c'est là, sur le local DJI, c'est 10 mètres. Donc un autofocus qui fonctionne jusqu'à 10 mètres, dans pas mal de cas, ça va. Mais vous ne couvrez pas tout. Non. Et ça... Mais du coup, là, on le voit, en fait, ce qui est incroyable, c'est sur le fait que sur le côté, en fait, déjà, vous avez un autofocus, vous pouvez faire du tracking, et pour le coup, DJI, ils sont très forts pour leur tracking. Oui, c'est un très bon tracking. Mais en fait, vous allez avoir votre scène vue du dessus. Je sais pas si à un endroit, on le voit un peu plus longtemps. En fait, c'est un peu l'output du LiDAR.
Donc c'est une Ouais, sorte c'est de graphique C'est- de ce que voit le LiDAR. C'est incroyable. Et du coup, vous pouvez soit le faire manuellement, ou même lui dire, bah tu le fais automatiquement, mais par contre, je garde ma main dessus. Et donc si jamais je le tourne, c'est moi qui prends la main. Si jamais je le lâche, ça retourne sur ce que Oui. toi tu faisais toi. Et du coup, c'est fou de voir cette vision du dessus, Oui. où tu te balades dans la scène. Enfin, c'est incroyable. Oui. C'est Et- dit, mais c'est... Enfin, Pour que les gens comprennent l'image, on la vous met à l'écran. Donc en fait, la personne qu'on voit à l'écran, c'est à C'est la droite, forme. c'est la forme de ce que voit le LiDAR de cette personne. Donc en fait, pour suivre le focus de cette personne, pour qu'il soit net, mais vous avez juste à suivre cette forme qui est distinctive. Et du coup, si vous la suivez, vous êtes toujours en focus. Et si vous voyez une autre forme qui apparaît derrière, une autre personne, vous pouvez facilement switcher dessus si c'est votre but. et ça règle notamment un souci qui est que, peut-être pas pour des Ouais. gros des assistants directeurs, enfin réalisateurs qui sont vraiment spécialisés là-dedans, mais souvent quand ton focus il n'est pas parfait, Ouais. tu sais pas si ton focus il est derrière ou devant. Donc du coup tu te retrouves à tourner ton focus et dire ah bah non c'était dans l'autre sens et revenir. Ça se voit dans les films en Ça se réalité. voit beaucoup dans les films et encore C'est jamais plus. parfait le focus. Il y a toujours un petit. Alors ça se voit pas énormément parce qu'ils savent. Ils sont Ils très gèrent, bons, ils ouais. gèrent très bien. Mais sur YouTube et autres, moi je sais que sur certains de mes reportages, ça se voit que mon focus, genre je vais dépasser mon truc et revenir, ou alors je vais y être presque et je vais m'en éloigner pour revenir, parce qu'on sait pas forcément. Là on sait très bien, là on voit le truc, on fait ah bah là je vois que mon trait Ouais, non, orange, c'est- il est trop devant, donc je sais qu'il faut que je recule. Il n'y a pas de ah, je suis devant, je suis derrière. Ouais. Donc bon, après des pros sans doute me diront bah non t'es juste mauvais, c'est possible. Toujours est-il que bon. Le truc, c'est que moi je vois, c'est. La technologie est là pour rendre les choses plus simples. Oui, c'est cool de faire des films comme à l'ancienne. Mais si on a la technologie pour aller encore plus loin, pourquoi rester coincé dans le passé en fait? Surtout que là, ça limite permet. Parce que dans l'industrie du cinéma, il y a un opérateur de caméra. Et puis il y a un mec qui contrôle le focus derrière avec un écran et tout, et il regarde. Il fait que ça lui. Ouais. Et puis il y a un mec qui prend le son. Et il y a peut-être aussi un mec qui évidemment dirige tout ça. Donc c'est beaucoup de personnes. Avec ça, vous pourriez limite être seul en fait. Ouais, bah Et c'est juste c'est- un ouais, preneur de non. son éventuellement, mais voilà. En fait, globalement, moi je sais qu'on en a parlé quand je te l'ai envoyé direct, Ouais. en mode oh, et toi t'avais dit, je me souviens, t'as dit ah, c'est la caméra parfaite pour toi. Non, oui, pour toi. Enfin, tu m'avais dit ouais, c'est la caméra parfaite pour moi. Et je me suis dit bah oui, parce que ça complète une Blackmagic par exemple qui est pour le coup assez statique. Je trouve qu'elle est pas Statique, terrible fixe. en mouvement et Pas de tout. stabilisation, autofocus, pas d'autofocus. Enfin, c'est un autofocus, vous pouvez appuyer une fois, ça va autofocus, puis Ouais. fini. C'est pas genre autofocus continu, c'est autofocus une fois. Le problème, c'est qu'elle est pas très versatile en fait. C'est globalement, elle est extrêmement bonne dans un truc spécialisé, mais bah voilà, moi j'ai besoin d'une caméra qui peut aussi se mettre sur trépied et qui peut voilà. Et du coup, celle-là, surtout pour 6 999 pour le pack 6K et le pack 8K sera à 10 999. Et encore une fois, vous êtes en mode, oh, c'est tellement cher. Mais 6 000 € pour une caméra 6K qui est déjà entièrement stabilisée et le pack inclut genre déjà les manettes, le système d'écran sans fil, il me semble, oui. Non. Non, pas le son d'écran En sans fait, fil. t'as mais il y les a- manettes, mais il faut acheter un autre écran Ah, oui. récepteur à côté. Il y a quand même déjà énormément de trucs inclus par contre. Enfin, c'est Ouais, bah là, c'est incroyable. Ouais, t'as plein de trucs. T'as bon, le corps, t'as le truc LiDAR, t'as les poignées. Genre t'as- pour 6 000 €, avoir tout ça d'inclus, c'est incroyable en fait. C'est réellement incroyable. Et pour juste pour finir un tout petit peu sur tout ce qui est stats, il y a c'est 14, ils disent 14 stops de dynamic range, ouais. range. L'ISO Pas mal. natif c'est 804 000 ou 805 000 selon si t'as la 8K ou la 6K. Pas mal aussi. Et hein, il y a des filtres ND intégrés jusqu'à 9 stops. Ouais. Ça, les filtres ND Mais intégrés, je peux plus m'en passer moi. c'est génial ça. De toute Ça, façon, c'est un autre gros point positif. Ouais. En fait, le truc, c'est que DJI faisait déjà beaucoup. Déjà, j'ai vu beaucoup de boîtes de prod très sérieuses. Hein. On parle vraiment pour même des films et tout ça. Ils utilisaient déjà des stabilisateurs de chez DJI. Bien sûr. Donc, c'est là qu'ils ont certainement eu beaucoup d'expérience à travailler avec ces gars-là. Que ces gars-là disaient ah non, ça on n'aime pas. Si seulement on peut avoir ça. Et tout ça. Donc, ils ont dû collecter toutes ces informations. En plus de ça, ils faisaient leur drone où ils filmaient énormément. Ils faisaient Et des il y a un capteurs. sacré stabilisateur aussi Ouais. dans le drone. Et ils Moi, devaient je veux avoir bien, ils ont déjà des drones c'est avec des assez gros Mais capteurs dedans. c'est la même caméra. Hein. Oui, c'est la même. C'est c'est la même. la Non, Zenmuse, non, c'est la même que dans leur Inspire.
Leur plus gros drone, Un c'est la gros même drone caméra. professionnel, ok. Et c'est pareil, tu pouvais changer les objectifs sur le drone, ouais, mais c'est la même. Du coup, ils se sont dit juste, C'est on la va même prendre batterie, tout même. ça et le mettre ensemble. Et le truc, c'est que comparé à d'autres compagnies, c'est le cas de Sony, c'est le cas de tout le monde, même Blackmagic qui fait quand même pas mal d'efforts au niveau, surtout, je pense, coût, Blackmagic. Ils font toujours des sacrifices. Ils sont toujours en mode, on va pas mettre ça parce que elle serait trop parfaite. Elle va déjà très bien se vendre comme ça. Pour le prochain modèle, on pourra la rajouter. Vous voyez qu'ils se retiennent. Ils vont pas à fond. Et DJI est vraiment en mode, ah non, prenez tout. Juste prenez tout. Faudra voir évidemment ce que ça donnera. Parce que peut-être qu'elle a des problèmes. On sait rien. Elle n'a pas encore été pleinement testée. Mais vu que DJI fait quand même des trucs pour le domaine professionnel depuis 5 ans facile maintenant, franchement. Même plus. Je crois, J'ai assez confiance, en vrai, franchement. Non, ça va être cool. Donc ouais, super outil, juste pas pour tout le monde. Dans la bonne situation, c'est le jour et la nuit. Oui. En parlant du jour et la nuit, vous avez, je tenais quand même à le noter, hein, Nikon, c'est mieux, Nikon, c'est bizarre en français. Nikon qui est l'un des 3 plus grands fabricants de caméras plus pour historique en tout cas pour les photos et tout ça. Vous avez Sony, Canon et évidemment Nikon. Et jusqu'à maintenant, ils avaient un peu du mal à rattraper leurs grands frères, on va dire Sony et Canon. En termes de vidéo, en tout cas. Ouais. Et même en termes de photos. En photo aussi. Ouais, j'avoue que je me suis jamais intéressé à Nikon. Et ils ont enfin sorti quelque chose d'intéressant. Je tenais à quand même le noter parce que c'est intéressant. Donc c'est le Z9 qui est un peu l'équivalent du A1 de Sony, qui est une caméra même à 7000 €, il me semble. Donc là, elle sera à plus de 5000 €. Elle a au final des specs très similaires à la R5 aussi, qui elle est vendue un peu plus de 4000 €. Mais évidemment, elle n'a pas de problème de surchauffe, donc ça fait une grosse différence. Et donc, ouais, 5999 €. Vous avez le battery grip qui est forcément intégré. Par contre, ça, je sais que ça dérange à certaines personnes parce que t'es forcé. C'est comme un R3. Oui, mais t'es un peu forcé dans ce format alors que si t'en avais pas vraiment besoin, ils auraient pu le faire comme un accessoire, tu vois. Donc, Bah pour la tropicalisation, oui. C'est juste leur grosse caméra comme un 1DX, Oui. comme un R3. Et le plus gros rattrapage qu'ils ont fait, c'est. Nikon avait déjà une bonne qualité d'image, franchement. Le problème, c'est qu'ils avaient un autofocus qui suivait pas, tout simplement. Et en photo, ça c'est impardonnable maintenant en 2021. C'est juste, si vous avez, en photo, autant le domaine de la vidéo est toujours un peu en mode oh non, focus manuellement. Le domaine de la photo, le focus automatique, c'est le Saint Graal. Faut voir. Moi, je sais que quand j'ai commencé la photo, je voulais tout faire manuellement aussi. Et c'est super pour apprendre. Et c'est super dans certaines situations. Le fait est qu'il y a d'autres situations où non, c'est pas bon. Voilà. Quand t'es un photographe de sport, bonne chance pour faire des bonnes photos si t'as pas d'autofocus. Donc, par contre, si tu fais des portraits, oui, c'est sans doute mieux de le faire manuellement. Oh, quoique. Il peut faire 20 images à la seconde, si je me souviens bien, et que c'était indiqué pas de rolling shutter, enfin très peu en tout cas, surtout en mode photo, ça c'est le plus important. Donc il me semble qu'ils utilisent justement un double capteur. Donc, franchement, là, Nikon, apparemment l'autofocus n'est quand même pas encore au niveau de Sony et Canon, mais ils sont pas très loin. Et ils ont enfin bougé les fesses en fait. On peut vraiment le dire. Donc ouais, ma foi, petite notation. Mention spéciale à Nikon qui fait des efforts. Maintenant, il n'y a pas juste les appareils professionnels, il y a pas mal de débats, surtout avec l'iPhone 13 qui est sorti sur pourquoi pas filmer avec un téléphone de manière professionnelle. Donc moi, mon prochain truc, c'est en effet l'iPhone 13 Pro. Ouais. Parce que c'est pas nouveau hein, que les gens peuvent filmer à l'iPhone particulièrement, mais aussi plein d'autres, parce que ça a une qualité incroyable. Maintenant, il suffit de voir la taille de ces objectifs, c'est fou. Des capteurs derrière, oui, Ouais. c'est un capteur, c'est pas tout à fait du 1 pouce, mais c'est quand même gros. On est très loin d'un capteur que vous avez là-dedans, par contre, faut rester honnête. Oui. Mais ça commence à devenir pas mal, et qui dit capteur gros, dit beaucoup de lumière, et beaucoup de lumière se dire bien souvent une meilleure qualité d'image. Ouais, beaucoup moins de bruit et tout. Et la force des smartphones, et qu'il faut quand même le dire, c'est que c'est sûr et certain, les processeurs que vous avez dans les smartphones est beaucoup plus puissant que ce que vous avez même dans une caméra comme ça. Oh, largement.
Et du coup, donc moi, par exemple, cet été, moi, je suis parti et j'ai failli prendre la Stick Pro. Et en fait, c'était lourd. Et la veille, ou ou peut-être même le matin même, je l'ai enlevé du sac en disant non, mon portable suffira. Pourtant, moi, j'ai un 7S Plus. Donc, il commence à dater quand même. Hein. Je crois qu'il date de 2016, quelque chose comme ça. Et niveau perf, ça va. Batterie, je change la batterie. Mais là, je commence en fait à me dire que il est peut-être temps de changer. Il commence vraiment à y avoir des additions importantes avec plusieurs choses. Comment s'appelle ProRes, merci. Donc, qui est un format d'enregistrement qui garde le plus de données possible. C'est notamment ce que fait, il me semble. Ça fait du ProRes. Bon, ça fait du RAW aussi. En mais plus là, par de exemple, là, on filme en ProRes. Et du coup, juste, c'est très plat, ça garde beaucoup d'informations, c'est bien pour faire de la colorimétrie, c'est du 4:2, donc je crois que c'est du 10 bits. Oui, je crois que c'est du 10 bits. Hein. Pour information, ça c'est la profondeur de couleur que vous regardez dans la vidéo. Donc, il y a une certaine quantité de données au niveau couleur que vous pouvez stocker pour chaque image. Dès que vous dépassez ça, c'est perdu, basiquement. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Mais le truc, c'est que filmer la réalité, ça requiert beaucoup plus que juste qu'on est limité avec 8 bits de couleur, notamment. Ce qui fait 8 bits, c'était 65 millions, il me semble. Des fois, vous avez besoin de plus. Surtout quand vous avez un ciel avec un très léger dégradé, vous allez voir des bandes dans le ciel. Ça, c'est dû souvent aux 8 bits. Quand vous passez en 10 bits, vous avez beaucoup plus de couleurs. Et du coup, ça vous permet de stocker beaucoup plus d'informations sur cette couleur et la garder et pas la détruire littéralement quand c'est enregistré. Et donc, notamment avec ce format ProRes, vous pouvez garder tout ça. C'est ça. Donc ça, c'est assez fou de pouvoir utiliser le ProRes dans un appareil photo. Et d'ailleurs, on l'a vu, Marcus Brownlee, qui est un YouTuber tech américain, il a fait une vidéo récemment sur un pick-up et il a tout filmé à l'iPhone 13. Et il l'a pas dit. Et il y a eu quelques messages sur Twitter qui disaient « Ah, on voit la réflexion !» Je l'ai vu moi aussi. Pas la réflexion, je l'ai vu plus... Moi, je l'ai vu dans la plage dynamique, justement. La plage dynamique et la non. profondeur ça manquait de flou d'arrière-plan aussi. Il y a un moment où il était en train de conduire et le passager le filmait. Et je me suis dit, là, c'est pas... Normalement, ils filment à la RED, eux. Et je me suis dit, il y a un souci entre les deux. Et de fait, je me demande s'il va faire une vidéo pour en parler. Mais j'ai trouvé ça vachement intéressant. Et comme quoi, oui, nous, on s'en est rendu compte. Peut-être qu'il y a même une minorité qui s'est dit « Oh tiens, mais c'est incroyable, tu passes d'une caméra RED à je ne sais combien, à quoi 40 000 $, pour lui. Tu passes à ton appareil iPhone. Alors pour un iPhone c'est cher, c'est $1,300 certainement. Ouais. Enfin, quand même, vous avez vu les prix des caméras dont on parle depuis tout à l'heure. C'est incroyable, c'est compliqué à utiliser. Le pire truc, ça reste se débarrasser des fichiers. Transférer les fichiers, ça reste sur son Lightning 2.0. Bon, tu utilises le Wi-Fi au final, c'est plus rapide. Mais bon, c'est ce que je fais. Hein, oui, ça c'est une honte, hein, toujours. J'avais dit dans le Texama Show quand j'avais parlé de l'iPhone 13, toujours limité au Lightning, qui, je vous rappelle, c'est du USB 2.0. Ça fait du 30 MO à la seconde maximum, je crois. 30 MO, ouais. Le résultat, c'est que moi, par exemple, aujourd'hui, avec un iPhone qui vieillit un peu, alors que j'utilise quand même pas mal les fonctions vidéo et tout, moi, je suis convaincu. Moi, je suis prêt à passer, mais pas tant que ce sera du Lightning. Ouais. Donc, je serais prêt à passer cette année, mais ce sera pas cette année pour moi. Je suis désolé de te le dire, mais à mon avis, ça va sauter directement à aucun port et ce sera transfert Wi-Fi. Mais quelque part, ça me va aussi. Mais t'as déjà le transfert Wi-Fi alors? Oui, mais du coup... Ouais, bon, mais t'as le Lightning quand même pour recharger. Donc moi je le passerai plutôt maintenant alors. Je sais pas, moi j'attends de voir, USB-C ce serait idéal, je suis prêt à en vrai passer direct en 100 ports, ça me va aussi. Mais là je trouve qu'on est dans un allez bougez-vous, il serait temps. Ouais. On disait Canon qui tarde à faire des trucs, Apple c'est les rois pour ça. Et du coup là il est vraiment temps que juste ils se débarrassent de ça. Si c'est l'Union Européenne qui leur force la main, très bien. Mais du coup donc ça voilà, moi c'est le truc qui me freine, c'est vraiment ça. Sinon pour le reste les caméras sont incroyables, comment dire, tout ce qui est travail derrière au niveau du processing, il y a notamment le mode cinématique maintenant. Donc si vous connaissez le mode portrait sur les iPhones qui fait un flou en post-traitement d'arrière-plan, maintenant vous avez la même chose pour la vidéo et vous avez des vidéos notamment où vous voyez il y a des cadres qui se font au-dessus des têtes, donc le logiciel détecte les têtes.
Et si, mettons que la caméra elle est là-bas, elle va être sur moi, Aurélien se retourne et genre l'opérateur tape sur la tête d'Aurélien et d'un coup moi je deviens flou et lui devient net et après inversement et tout, comme si on changeait le focus sur une vraie caméra. Ou presque. Pas parfait évidemment, c'est simulé comme effet. Et du coup on peut se retrouver avec, je sais pas moi, un bout du visage qui est un peu flouté alors que ça devrait pas être clair. C'est pas par les lunettes. Les lunettes c'est le pire. Les lunettes c'est transparent. Comment ce qui est derrière les lunettes, il me semble qu'en réalité, vu que les lunettes reprennent la lumière et la remettent, tu vois en partie ce qui se passe comme dans les lunettes sans que ce soit flou derrière. Enfin, moi, je sais qu'avec le mode portrait, j'avais eu des fois des portraits où en fait la lunette disparaissait. Devient flou, oui, il n'y a plus rien. Donc c'est pas encore parfait, mais c'est incroyable. En plus, ça peut être amélioré avec du software. C'est une vraie innovation. Et c'est de toute façon pas le genre de truc que tu vas utiliser dans toutes les situations, mais de temps en temps. En fait, c'est ce qu'on dit. Tout est un outil à utiliser dans la bonne situation. Donc, mais moi, ce que je vois, en fait, c'est que c'est un peu ce qu'a dit Apple, et certaines personnes se sont moquées de ça, mais moi, je trouvais que c'était quand même vraiment parti. C'est qu'ils disaient que ça allait ouvrir une nouvelle génération de filmmakers, de personnes qui peuvent créer des contenus, et moi, je suis assez d'accord, en réalité. En vrai, non. Enfin, c'est pas ça qui va ouvrir le nouveau truc. Mais c'est un outil de plus pour faciliter. C'est les smartphones de manière générale, les iPhones et autres qui l'ont fait. On regarde genre TikTok, on aime ou pas, on accepte que c'est un vrai média et tout. N'empêche que ça a lancé toute une génération de personnes qui racontent des histoires à travers ça. Et la plupart des TikTok sont filmés sur un smartphone. Bien sûr. Tu regardes Vine à l'époque, t'as vu en fait, il y avait vraiment des très très bons concepts, de l'humour, des trucs, des vrais mini courts-métrages qui se faisaient déjà sur Vine, qui maintenant se font sur TikTok. Moi, il y a des fois où je me dis, mais pourquoi est-ce que je me fais chier à sortir mon énorme caméra qui est compliquée, alors qu'à l'iPhone, je le fais en 2 secondes, on verra pas la différence. Tant que tu as un bon éclairage pour compenser peut-être que c'est un tout petit capteur. Les défauts du smartphone resteront toujours. Le capteur est plus petit, donc en basse lumière. Quand vous n'avez pas beaucoup de lumière, vous le verrez tout de suite. Donc, investir dans des lampes. Surtout que les lampes, si elles sont installées, il y a juste à les allumer. Mais ça, c'est le cas aussi avec. Moi, je sais que mon 5D, quand je l'ai acheté et que j'ai vu la qualité, je fais je comprends pas, la qualité est dégueu alors que c'est un appareil à 4000 balles. Forcément, j'avais pas de lumière. J'ai acheté des lumières, je fais ah oui, là, beaucoup mieux quand même. Donc, la lumière. Et puis le fait que ce capteur est tellement petit, vous n'avez pas cette profondeur de champ, cette dynamic range aussi. Ce bokeh. Et vous n'avez pas aussi, cette profondeur dans les couleurs disponibles. Et c'est ça en fait, quand vous voyez une image d'un film, ce qui fait la différence par rapport à votre iPhone ou une caméra, c'est vraiment cette dynamic range. C'est ça, le look film, ça vient de là. Ça imite beaucoup plus que vous voyez. Le fait que vous pouvez regarder quelque chose dans l'ombre et le voir toujours, et regarder le ciel hyper éclairé et le voir toujours aussi en même temps. Une caméra pas chère, un iPhone, aura un plus de mal là-dedans. Il se débrouille pas mal pour la taille du capteur, mais vous le voyez. Et pour le coup, je sais pas comment ça marche, mais leur mode nuit est bluffant. Oui. Parce que pour le coup, ça c'est un autre truc. Moi, mon 7S, l'autre jour, j'ai voulu prendre une photo. Je voulais prendre une photo. Pour les de photos, mon fils surtout parce qu'il. Qui dormait, parce qu'il dormait dans une position pas possible. Je trouvais ça très drôle. J'ai voulu prendre une photo pour le montrer à ma femme. Bon, rien. Avec un nouvel iPhone, on verrait extrêmement bien. Ça, c'est bluffant. Mais ça, c'est bluffant, mais c'est pas si étonnant parce qu'en fait, il capture du coup de la lumière pendant plus longtemps, 2, 3 secondes, comme un appareil photo, comme on ferait pour prendre une photo de nez. Sauf que là, l'avantage, c'est que vous avez une très bonne stabilisation. Oui, c'est ça, c'est pas flou. Donc, ils arrivent à stabiliser l'image. Même si vous bougez un petit peu, ils stabilisent l'image et vous permettent d'avoir le look d'un appareil photo qui serait sur un trépied qui prendrait une photo pendant plusieurs secondes, quoi. Donc, c'est pour ça qu'ils sont ultra forts. Mais maintenant, moi, la question que je me pose, c'est quand est-ce qu'on va avoir quelqu'un qui va prendre un capteur comme ça et prendre un processeur et tout ça de smartphone et juste faire blah. Il y a Sony qui l'a fait un peu récemment. Oui, on a une news. Excellente transition. C'est pas du tout ce que j'amenais. J'en ai parlé. Bon, ça dépend quand sort cette vidéo. Mais j'en ai parlé dans un précédent Texama Show. Le Xperia Pro 1. C'était pas prévu comme transition. Je suis impressionné. C'était bien prévu. Enfin, bien amené. Je l'avais amené, oui. Et ils ont basiquement pris un smartphone classique et ils ont mis le capteur qu'ils ont dans leur RX100
qui sont des... Bon, c'est pas même au niveau de la Pocket 4K, au niveau taille, c'est un capteur d'1 pouce. C'est plutôt petit. Mais c'est quand même une grosse évolution, on peut le dire, par rapport à la plupart des smartphones. Le seul problème, et je l'ai dit dans le Texama Show, c'est qu'il couvre que 60% du capteur avec l'objectif. Donc au final, quand vous retirez les 40% qu'ils ont enlevés, vous arrivez à la même taille de capteur que le dernier iPhone. Ils sont sérieux? Oui. Ou le dernier Galaxy S21. C'est la même taille au final. Oui, ils ont mis un énorme capteur et ils ont juste couvert une partie du capteur avec l'objectif. Je ne comprends pas non plus. Là, en plus, le téléphone coûte 1800 €. C'est le prix d'un Pixel 6 qui vient de sortir, qui est très bon niveau photo, qui coûte 619 €, comme j'avais dit dans le Texama Show. Et vous pouvez acheter à côté un RX100 de dernière génération. Et vous avez les deux, quoi. Donc, ici, je parle plus de l'initiative de Sony, parce que le produit final ici n'est pas intéressant. Soyons honnêtes, il est très cool, franchement, mais le prix le casse tout son intérêt. Et aussi le fait qu'ils ont bridé le fait qu'ils n'utilisent pas l'entièreté de ce capteur, et pourtant, tu dois le voir là, ils n'ont pas mis un énorme caméra bump, tu vois, sur mon téléphone là, ça ressort, quoi. Hein. Ouais. Ils n'ont pas fait ressortir tant que ça. Ils auraient pu mettre un objectif plus grand. Ils auraient pu totalement, mais ils ne l'ont pas fait. Et je ne comprends pas. Mais bon. On en a déjà eu dans le passé des capteurs des téléphones avec un capteur d'1 pouce. C'est juste que c'était des marques. C'était Nokia. Et Nokia n'était pas les meilleurs niveaux traitement photo. Oui. Donc là, on a enfin eu quelqu'un qui sait traiter une photo, Sony. Surtout qui font la plupart des capteurs qu'on voit dans les téléphones modernes. Maintenant, il faudrait... J'ai envie de voir la prochaine étape. Quand ils vont vraiment être en mode, ok, on a fait une erreur, on va mettre vraiment le full capteur maintenant. On va rajouter un objectif qui dépasse plus, mais qui reste au final raisonnable par rapport à la plupart des autres smartphones qui ont déjà des objectifs qui dépassent à mort. Et juste faire le smartphone qui est basiquement une caméra. Bon, on a fait un peu le tour de tout ce qu'on voulait discuter. Bah, je crois, ouais. Ça fait pas mal. À mon avis, c'est une vidéo d'1h30. Je pense, il y avait beaucoup de caméras, et puis j'avais annoncé, je lui avais dit, alors elle dure combien de temps tes Texama? Oui, bah en discutant à deux. Oui. Bon, on a pris pas mal de news aussi. En réalité, on a plus de news que dans un Texama normal. Ouais. Donc, on a chacun ramené un truc. Donc en réalité, ça va encore. Et je pense que les gens sont intéressés. Donc, merci Bill d'avoir participé. Bah, merci pour l'invitation, c'était très cool. À refaire éventuellement dans le futur, peut-être plus orienté photo ou un autre domaine, parce que Bill n'est pas juste orienté vidéographie, il y a d'autres trucs que tu aimes bien beaucoup. Tout à fait. Et on aura aussi d'autres invités, parce que c'est quelque chose que je veux faire avec d'autres personnes. Quoi? Non, juste moi. Hein. Oui, bien sûr. L'unique invité de la chaîne. J'aurai d'autres invités, ok. Donc, ça peut être n'importe qui. Alors, honnêtement, j'ouvre la porte à n'importe qui. Non, quoi? Qui quoi? Bill? Hein? C'est ça que t'as dit? Non, toi, n'importe quel Bill. Non, plus tard, toi. Encore une fois, plus tard. Mais j'aimerais voir d'autres têtes avant. Donc peut-être un scientifique, peut-être quelqu'un qui est plus niveau tech, quelqu'un qui est plus niveau aérospatial. Tout est possible. Si vous avez des suggestions d'ailleurs, quelqu'un que vous voudriez voir, vous pouvez laisser dans les commentaires, j'essaierai de les contacter si me snob pas. Thomas Pesquet. Thomas, tu nous regardes, tu es le bienvenu évidemment, même à distance, hein, ça se fait. Il revient bientôt. Hein. Oui, il revient bientôt en plus, donc... Thomas, si tu t'ennuies là-haut, hein, il vient de passer là. Je le vois. Du coup, voilà, si vous avez des suggestions, bon, peut-être plus réalistes, plus terre à terre que Thomas Pesquet, littéralement, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère que vous avez bien apprécié. Si vous avez apprécié, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. Et si vous voulez revoir Bill, vous pouvez laisser un commentaire. Tout à fait. Voilà. Au revoir. À bientôt.